Ah, Louis XV. Quand on pense à lui, on a souvent cette image d'un roi un peu faible, des fêtes grandioses à Versailles, des favorites très influentes. Mais est-ce que c'est vraiment ça, toute l'histoire? En fait, le règne de celui qu'on a d'abord appelé le bien-aimé, c'est un concentré de paradoxes. C'est un héritage bien plus complexe qu'il n'y paraît, et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour y voir un peu plus clair, voilà le programme. D'abord, on va se pencher sur sa réputation. Ensuite, on explorera deux guerres qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. La fameuse guerre en dentelle et juste après, un vrai conflit mondial. On verra qu'il y a eu des héros incroyables au milieu de pertes immenses et puis on essaiera de faire le bilan, le verdict final de ce règne. Allez, on commence par ça, par l'image qui lui colle un peu à la peau, celle d'un roi qu'on n'a pas épargné. Bon, voilà, cette phrase résume tout, non? C'est la perception qu'on en a gardée. On s'imagine un roi plus occupé par ses loisirs et les potins de la cour que par les affaires du royaume. Un roi qui laissait un peu tout le monde décider à sa place, que ce soit ses ministres ou ses favorites. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que derrière cette image un peu facile, la réalité historique, elle, est beaucoup plus nuancée. Est-ce qu'on doit vraiment se contenter de cette caricature du roi un peu nonchalant? Et voilà le cœur du dilemme. D'un côté, les reproches. Il est indolent, il aime les plaisirs, il est sous influence. De l'autre, des faits, bien concrets. Sous son règne, la France s'est agrandie. Et pas qu'un peu. La Lorraine et la Corse sont devenues françaises. Le contraste entre les deux colonnes est saisissant. Maintenant, pour bien comprendre ce règne, il faut faire un petit voyage dans le temps, à une époque où même la guerre, elle avait des codes de conduite assez surprenants pour nous aujourd'hui. Le concept de guerre en dentelle, ça peut paraître fou, mais ça décrit bien une certaine réalité. Il faut s'imaginer des officiers avec leurs perruques poudrées, leurs uniformes impeccables, qui mènent leurs armées au combat avec une étiquette presque digne d'un bal à la cour. L'exemple le plus connu, le plus théâtral, c'est cette scène hallucinante à la bataille de Fontenoy. Le commandant des gardes anglaises, Lord Hay, s'avance et lance cette invitation, mais oui, absolument incroyable, à ses ennemis français. Et la réponse du comte d'Auteroche est du même niveau, un chef-d'œuvre de courtoisie où il refuse poliment l'offre. On est en plein milieu d'une bataille capitale et ça s'échange des politesses, ça montre bien à quel point les codes de l'aristocratie étaient partout, même sur le champ de bataille. Mais attention, que ça ne nous trompe pas. Derrière les belles manières, la bataille est féroce. La situation était même désespérée pour les Français. Il a fallu tout le génie du maréchal de Saxe, qui était tellement malade qu'il commandait depuis une sorte de chaise longue en osier pour lancer une charge quasi suicidaire, mais qui a tout renversé et offert la victoire. Sauf que voilà, cette période de la guerre en dentelle, elle touche à sa fin. Le conflit qui arrive va changer toutes les règles. L'échelle n'est plus du tout la même, ça devient mondial. On ne se bat plus seulement en Europe. Là, on est face à ce que certains considèrent comme la toute première guerre mondiale. La France et l'Angleterre, les deux grandes puissances de l'époque, s'affrontent partout. En Allemagne, bien sûr, mais surtout pour le contrôle du monde, des colonies et des routes commerciales, en Amérique du Nord et jusqu'en Inde. Et dans ce nouveau type de guerre, les vieilles habitudes ne marchent plus. La défaite terrible de Rosbach en est le parfait exemple. On raconte que l'armée française, encore un peu dans cet esprit d'élégance, s'est fait écraser par des Prussiens beaucoup plus pragmatiques, mieux organisés et surtout mieux informés. L'élégance, ça ne pèse pas lourd face à l'efficacité brute. Et pourtant, même dans la défaite, même dans cette période très sombre, il va y avoir des actes de courage individuels juste exceptionnels. L'histoire du sergent Dubois, elle est de celle-là. Il faut s'imaginer la scène. Il est seul, en éclaireur, et il se fait surprendre par l'ennemi. On lui dit que s'il reste silencieux, il aura la vie sauve. Son choix est immédiat. Il hurle pour prévenir ses camarades. Il se sacrifie pour sauver tout son régiment. Ce cri est entré dans la légende. Et ce n'était pas un cas isolé. Le chevalier d'Assas vivra un destin presque identique un peu plus tard. Ça montre bien qu'il y avait un esprit de sacrifice, un sens de l'honneur absolument incroyable, qui forçait le respect même de l'ennemi. Malheureusement, tout cet héroïsme ne suffit pas. Le verdict de la guerre, c'est le traité de Paris. Et il est catastrophique pour la France. Oui, le territoire en Europe est sauvé, mais c'est tout le premier empire colonial français qui s'écroule. Le Canada, l'Inde, des territoires gigantesques, défendus avec courage par des hommes comme Montcalm ou Dupleix, tout ça est perdu. Alors, ça nous ramène à notre point de départ. Comment on évalue un règne pareil, fait de gains si proches et de pertes si lointaines? Et là, avec ce bilan, le paradoxe est éclatant. Sur la carte du monde, la France a clairement reculé, elle n'est plus la grande puissance coloniale qu'elle était, mais sur la carte de l'Europe, elle s'est renforcée. Elle a consolidé ses frontières avec la Lorraine et la Corse. En gros, elle a perdu le monde, mais elle a gagné en solidité sur son propre continent. Tant il a été difficile et long de faire la France. Cette phrase de notre texte est magnifique parce qu'elle résume tout. Elle nous rappelle que construire un pays, ce n'est pas une ligne droite. C'est une histoire faite d'avancées, de recul, de moments de gloire et de défaites terribles.
Au final, comment juger Louis XV? Est-ce que c'est le roi qui a perdu l'Amérique, comme on le dit parfois un peu vite, ou est-ce que c'est celui qui a contribué à donner à la France la forme qu'on lui connaît d'aujourd'hui? C'est toute la complexité de l'histoire, n'est-ce pas? Un héritage, ce n'est jamais tout blanc ou tout noir.